Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mojess Learning. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial sur un sujet qui va sûrement vous intéresser. Ce sera un sujet sur l'onboarding collaborateur via la formation et notamment via le digital learning. Donc, on va vous expliquer tout ça, tout ce que c'est l'onboarding, donc le processus un peu d'embauche ou plus exactement les premiers jours d'arrivée du collaborateur dans une entreprise. La formation et notamment e-learning est de plus en plus utilisée pour ce biais, pour cela. Je suis moi-même souvent mandatée, on va dire, pour faire des e-learning dans ce but. Donc, on va vous expliquer tout ça. Mais focus, j'arrête de parler de moi, focus sur notre invité du jour, Damien. Alors, Damien, tu vas nous raconter un petit peu. Est-ce que tu peux te présenter pour mon audience qui ne te connaît pas? Oui, effectivement, je suis Damien Ossou et je suis le cofondateur de La Tribu et cofondateur de Softivio. Et en même temps, je suis aussi partenaire de iSpring Solutions pour l'Afrique francophone. Voilà, en quelque sorte, mon profil professionnel pour l'instant. Merci, Damien. Merci Damien. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus, notamment sur ton métier et sur ton activité? Oui, alors, d'abord, la tribu, c'est un LMS et que nous revendons aux entreprises en Afrique francophone pour l'instant. Et nous le couplons avec iSpring parce que nous avons, à un moment donné, nous avons souhaité compléter notre offre avec un outil auteur. Et donc, on a signé un partenariat depuis 1 an. Et mais en même temps, nous offrons iSpring à la fois le Learn et puis l'outil auteur qui est iSpring Suite pour des entreprises qui ont envie d'avoir plus de possibilités, de maximiser plus d'offres ou d'essayer plus de choses entre la tribu et iSpring, en fait. Ok, super. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui avec Damien, on va avoir un petit focus pour l'Afrique francophone, vu que c'est là où toi, notamment, tu es basé et c'est aussi une bonne partie de tes clients. Moi, à titre personnel, mes clients sont plus basés en France, mais ça va être intéressant justement d'avoir un peu les deux points de vue et pour une fois, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup vu de contenu, c'est ce qu'on se disait en off tout à l'heure, j'ai pas beaucoup vu de contenu sur la progression de digital learning en Afrique francophone, donc ce sera, je pense, rafraîchissant. Je sais qu'il y a des personnes qui sont basées en Afrique francophone qui regardent la chaîne, donc ça peut être intéressant même pour eux d'avoir ton retour d'expérience, extrêmement important, sur comment ça se passe, de confronter un peu les différences. Allez, je vous propose de démarrer. T'es prêt, Damien? On y va? Allons-y. Alors, tout d'abord, donc l'onboarding, pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme et qui sont pas, je sais qu'il y a un peu des personnes qui sont pas hyper contents qu'on utilise des anglicismes. En gros, l'onboarding, ça va être tout ce qui concerne le processus d'embauche du collaborateur. Donc, à partir du moment où voilà, la personne, enfin le collaborateur dans une entreprise a signé son contrat finalement. Donc, c'est pas avant c'est le recrutement, mais une fois que le processus de recrutement est terminé, on passe dans une phase qu'on appelle l'onboarding, donc vraiment l'embauche. On sait, ce serait un fantasme que de penser que le collaborateur est opérationnel dès le premier jour de travail. Évidemment, comme toute entreprise a des process, peu importe le métier que vous faites. Vous êtes chef de projet dans une entreprise pendant 5 ans, vous changez d'entreprise, vous entrez dans une autre, vous êtes toujours chef de projet, vous faites entre guillemets la même chose, mais l'entreprise a des valeurs différentes, une culture différente, des personnes différentes, donc il est absolument normal que vos premières semaines, voire vos premiers mois dans l'entreprise soient dédiés à votre onboarding. Donc, vous vous familiarisez avec vos nouveaux collaborateurs, vos nouveaux process, vos nouvelles compétences, parce qu'on utilisait peut-être tel LMS dans une entreprise, puis finalement, on a le LMS La Tribu dans sa nouvelle entreprise avec la solution
iSpring, bon, bah, forcément, si avant vous n'utilisiez pas iSpring, mais vous utilisez un autre, eh bien, il va falloir vous former. Donc très souvent, et d'ailleurs de plus en plus, il y a des e-learning qui sont proposés dans les premiers temps d'arrivée des nouveaux collaborateurs pour les sensibiliser, que ce soit aux valeurs de l'entreprise, les compétences, les process, etc. Donc voilà, pour remettre un peu en contexte, pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est l'onboarding, c'est vraiment les premiers temps de l'entreprise qui correspondent, en France en tout cas, tu nous diras Damien si en Afrique ça se passe pareil, mais en France et de manière générale, même dans plusieurs pays d'Europe, ça correspond très souvent à la période d'essai, c'est-à-dire que vous arrivez dans une entreprise, en fonction de votre statut, vous avez entre 2 et 4 mois, il me semble, si je dis pas de bêtises, de période d'essai. Et donc, c'est une période dans laquelle le collaborateur comme l'entreprise peuvent décider de se dire finalement ça le fait pas. Donc l'onboarding est absolument essentiel puisqu'il permet à la fois de voir si finalement il n'y a pas eu une erreur de recrutement de la part de l'entreprise et pour le collaborateur de se dire ok, est-ce que je reste ou pas dans cette entreprise, est-ce que je m'y sens bien ou est-ce qu'on m'a vendu finalement ça ne correspond pas à la réalité. Sachant que la réalité de l'emploi aujourd'hui, alors je parle beaucoup du contexte français de mon côté parce que c'est là où je vis et où j'ai mes clients, mais en France, on remarque qu'avec un peu les nouvelles générations de travailleurs qui arrivent, et ça peut être intéressant Damien qu'on confronte ça, les nouvelles générations sont de plus en plus exigeantes auprès de leur entreprise. C'est-à-dire que moi je vois ma génération, c'était déjà un petit peu moins le cas, mais je vois mon frère qui a 10 ans de plus et même ma sœur qui est encore plus âgée. À l'époque, il y a 20 ans, t'arrivais sur le marché du travail, bon, c'était compliqué pour toi en tant que collaborateur, à moins que tu avais une position qui était très recherchée, mais c'était compliqué pour toi en tant que collaborateur de pouvoir un peu négocier ce que tu voulais, de dire, voilà, un peu votre entreprise, qu'est-ce qu'elle apporte sur la table? What do you bring to the table en tant qu'entreprise? C'était presque un petit peu choquant quand un collaborateur, un candidat se permettait de te demander ça. Aujourd'hui, ma génération et les générations d'après, aujourd'hui, elles n'ont plus peur de dire, bon, voilà, qu'est-ce que me propose votre entreprise? Moi, je travaille pour vous, j'ai les compétences, j'ai ci, j'ai ça, mais vous, qu'est-ce que vous m'apportez? Et l'onboarding est devenu de plus en plus, avec un turnover qui est dans certains métiers, notamment les métiers un peu plus pénibles, à forte pénibilité, les métiers, il y a un turnover qui est devenu vraiment problématique en France en tout cas. Aujourd'hui, l'onboarding, les entreprises doivent faire l'effort de vraiment marketer leur entreprise. Elles doivent montrer aux collaborateurs que leur entreprise, elle est bien, qu'ils ne doivent pas regretter d'avoir dit oui. Il y a vraiment le rapport de force n'est plus du tout le même. On est vraiment sur un équilibre beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus équilibré, si je puis dire, justement. On a beaucoup plus un équilibre qu'avant, voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire, où finalement, on a les collaborateurs voilà, qui sont là, mais qui, si ça leur plaît pas, les jeunes générations, d'après les chiffres, sont beaucoup moins réticentes à dire « ça me plaît pas, je m'en vais ». Par rapport à avant, où on se disait le CDI, c'est le Graal, il faut que j'y reste. Alors, c'est toujours un petit peu comme ça quand même, faut pas non plus. Mais il y a un peu ce côté où il y a 15 ans, 20 ans, on se disait j'ai un CDI, je le garde, c'est bien, je reste, je suis en sécurité. Maintenant, le rapport au risque et à la sécurité, voilà, il y a un peu les jeunes qui sont beaucoup moins, voilà, qui se sentent beaucoup moins obligés, entre guillemets, beaucoup moins en sécurité de se dire c'est bon, j'ai mon CDI. Elles sont plus à se dire non mais attends, ça fait 2 semaines que je suis là, j'ai toujours rien fait, je m'ennuie, je m'en vais. Voilà. Donc l'onboarding, je prends un petit peu de temps pour expliquer tout ça, pour montrer à quel point c'est devenu clé et essentiel pour la fidélisation, et ça on en reparlera, fidéliser les collaborateurs, c'est un vrai sujet et la formation est devenue un point mais central de fidélisation. Voilà, moi j'ai un peu donné mon contexte un peu de mon côté, ce que mes clients viennent me dire, forcément aussi quand ils viennent me voir, aidez-nous un peu via des e-learning un peu engageants, un peu accessibles, ludiques, esthétiques, à vraiment fidéliser nos collaborateurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi de ton côté, de ce que tu vois Damien avec tes clients,
en Afrique francophone. Quel est le contexte par rapport à ça? Ah ben merci Jean. Effectivement, tu as tout C'est un expliqué. peu longtemps. Je suis Non, désolée. non, 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 non. C'est passionnant comme sujet, hein. Je pense qu'en fait, dans le contexte des entreprises, et c'est le même constat. Hein. L'onboarding, c'est devenu essentiel aujourd'hui pour fidéliser et pérenniser surtout la culture de l'entreprise, en fait. C'est que, et moi, je dirais que, quel que soit le lieu, l'onboarding, en Afrique francophone ou pas, l'onboarding, c'est un peu le pont critique entre le recrutement et la réalité du poste. Et chaque départ prématuré dans une entreprise a souvent un coût. Et le coût est caché, généralement. Mais derrière, un turnover de plus de 20%, par exemple, ou plus, se cache un investissement important en recrutement et en formation et en temps de supervision et puis en perte de productivité. Et un salarié, africain ou pas, il quitte un poste et après moins de 3 mois, il est souvent derrière lui une place vacante. Déjà, un manager frustré et une équipe désorganisée. Un peu. Donc, les causes de ces départs sont rarement liées à la compétence technique. Mais dans la grande majorité des cas, elles trouvent leur origine dans un processus d'intégration mal pensé, comme tu l'as évoqué tout de suite, et manque de clarté sur les attentes, absence de suivi réel et surcharge d'informations dès la première semaine et sentiment d'isolement face à une culture d'entreprise encore floue, en fait. Donc, ton explication m'a amené un peu à mieux orienter un peu oui, à généraliser, à ouvrir un peu plus. Mais c'est le même constat qu'on fait dans les entreprises africaines. Quand je dis africaines, c'est parce qu'elles sont basées en Afrique. Mais la plupart des grosses entreprises, elles sont étrangères, en fait. Et quand tu prends Total, quand tu prends, c'est des cultures qui sont, en fait, c'est le prolongement de la culture d'entreprise ici en France, qui surtout dans les pays francophones, et qu'on retrouve là. Donc, évidemment, les cultures se sont différentes, varient, les pays ne sont pas les mêmes, mais la culture d'entreprise, c'est toujours la même, en fait, puisque la plupart des salariés sont formés aussi à la culture française, disons les choses comme ça. Voilà. Ouais, ok, intéressant. Intéressant. Et oui, en effet, ce que tu disais, ça me faisait penser au fait que, oui, tu disais des 3 mois, qui correspond, en tout cas en France, à peu près hein, le temps de la période d'essai, et que tu me disais et tu confirmais aussi ce que je disais, que c'est que les gens s'en vont. Et peut-être une croyance qu'on peut penser, qu'on peut imaginer, c'est le côté, si il n'est pas resté, c'est parce que ses compétences sont pas à la hauteur de ce que on croit. On peut penser que voilà, un collaborateur arrive, donc forcément il se vend, hein, c'est le jeu aussi, auprès de l'entreprise, et finalement on se rend compte que ses compétences sont en dessous, donc l'entreprise décide de s'en séparer, de ne pas renouveler sa période d'essai et de s'en séparer. Ceci, finalement, ça existe toujours, mais c'est de moins en moins vrai, peut-être. Tu me diras, toi, de ton côté, mais finalement, il y a tous ces aspects-là dont tu parlais, la culture qui est floue, le côté, voilà, c'est pas ce que j'imaginais. Il y a aussi l'inverse, le côté, le collaborateur qui pense qu'il va se challenger, apprendre des nouvelles choses, et qui finalement se rend compte que pas tant que ça. Et l'aspect, peut-être qu'il a une meilleure rémunération par rapport à avant, mais ça ne fait pas tout. En tout cas, les générations là de travailleurs qui sont dans la trentaine ou dans la vingtaine, ils sont vraiment en quête de sens. Hein. Clairement, le sens a rarement été autant au cœur
de sa situation professionnelle. Je pense que le confinement a été aussi l'un des gros déclencheurs à se dire attends, moi je suis passée par là aussi à réfléchir, à se dire attends, est-ce que je m'épanouis vraiment? Parce que moi c'est à ce moment-là que j'ai décidé notamment de lancer ma société par exemple. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses, et puis le contexte économique, le contexte mondial, géopolitique, hein, fait que tout ça, certes, tout ce qui est compétences et salaire est très important, mais la quête de sens l'est aussi. Donc on a un peu ce équilibre, je préfère dire, des entreprises qui doivent vraiment confirmer auprès du collaborateur qu'il a fait le bon choix. Exactement. Exactement. Et ce que tu dis, c'est très important parce que au fond, beaucoup d'entreprises pensent tout de suite qu'une fois vu, bon, puisque c'est les salariés ou bien le collaborateur qui vient vers eux, dans le sens, c'est lui qui vient chercher le poste. Et c'est que, voilà, il adopte tout de suite les valeurs, il comprend tout de suite ce qu'il faut faire, ou il a une compétence à revendre, en fait. Effectivement, les compétences, il y en a, mais il faudrait qu'il adapte ses compétences précédentes à ce qui est l'existant ou à l'actuel, en fait. Donc, et c'est au manager de l'entreprise ou à l'entreprise elle-même d'offrir ce cadre au nouveau collaborateur et de lui donner envie de rester, en fait. Exactement. Et du coup, toi, dans les onboarding que tu peux voir aussi dans le cadre de ton métier et de tes clients, en Afrique, quelles sont les erreurs courantes qui sont faites? Et en réalité, la majorité des échecs ou bien d'échecs d'onboarding proviennent d'erreurs structurelles, souvent invisibles, mais redoublement coûteuses. C'est toujours coûteux, je l'ai évoqué tout de suite. Et la première erreur, c'est le manque de centralisation. Bon, dans de nombreuses organisations, l'information circule encore comme par mail, par exemple, et fichiers partagés ou messages informels. Le résultat, c'est que les documents sont dispersés, et les consignes se perdent et les nouveaux collaborateurs passent le plus de temps à chercher des réponses qu'à s'intégrer, en fait. Et cette fragmentation crée de la confusion, un sentiment d'abandon et un ralentissement dans la montée en compétences. Bon. Cette fragmentation est aussi bon, je viens de le dire, pour ne pas me répéter, c'est la confusion et puis surtout pour le nouveau collaborateur, surtout, il ne se retrouve pas en fait. Tout de suite, il ne sait pas quoi faire, et surtout, et quand il n'a pas de réponse. Et ce qui m'amène un peu à aller vers la deuxième erreur, c'est le manque de suivi. Le manque de suivi. Et puisqu'il n'a pas de réponse, ça veut dire qu'il n'a pas de suivi en fait. Donc trop souvent, après les premiers jours, une personne ne sait pas où en est le nouveau collaborateur. Et personne ne le sait. Donc, a-t-il terminé sa formation de sécurité? A-t-il compris les procédures internes, par exemple? Ces questions, on ne sait pas où, comment les poser. Et surtout, bon, on laisse le collaborateur tranquille du moment où il sait taper sur son Excel, il sait comment intégrer les chiffres. Et on le laisse tranquille et on pense que, bon, il va avoir les résultats. Mais la troisième erreur que j'ai pu constater, c'est la surcharge d'informations dès le premier jour. Et on donne tellement de choses à faire, on explique tellement de choses parce qu'on n'a pas envie d'en expliquer plus tard. Donc, on lui remet tout en même temps, tous les dossiers en main.
Et à la fin, il ne sait plus où il se trouve, il ne sait plus quoi faire, et surtout, il ne sait pas où commencer, en fait, par où commencer. Voilà. C'est un peu ces erreurs-là que j'ai pu noter. Mais pour toi, qui a l'expérience de la pédagogie, de comprendre un peu, je pense que tu dois aussi en relever quelques-unes, en fait, je pense. Ah ben moi j'ai des anecdotes à te raconter. Déjà, petite anecdote personnelle, parce que j'ai été salariée aussi une fois pendant 4 ans et demi en tant que formatrice avant de lancer ma boîte. Ouais. Et c'est simple, moi mon onboarding, je n'en ai pas eu tout simplement. Voilà, je suis arrivée. Premier jour, parce qu'en fait, c'est une boîte qui avait plutôt l'habitude de embaucher des salariés qui étaient déjà en poste. Or moi, c'était mon tout premier. Je sortais de mes études, donc j'étais disponible immédiatement. Et donc ça a été très mal anticipé dans le sens où, bah, d'habitude, l'embauche de quelqu'un, bah, en tout cas en France, le temps que la personne démissionne de son ancienne boîte, il y a un préavis avec l'ancienne boîte qui est, il me semble, de 3 mois. Après, ça peut être négocié, mais on va dire qu'en général, c'est 3 mois. Donc, entre le moment où la nouvelle boîte signe et tu te sépares, toi, de ton ancienne boîte en tant que collaborateur en transition, on va dire, il se passe entre 2 et 4 mois, on va dire, en général, entre 2 embauches. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé en termes de communication dans la boîte où j'étais embauchée, mais eux, ils se sont dit, bah, ça, c'est comme d'habitude, on a signé son contrat, mais elle n'arrive pas avant 2-3 mois. Sauf que non, moi, c'était mon premier CDI. Donc, toute contente, j'arrive 2 semaines après avoir signé et je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de poste de travail, je n'ai pas, alors ils prennent en catastrophe l'ordinateur d'un collègue qui était en arrêt maladie, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas quitté la société, il était juste en arrêt, donc il pouvait revenir. Mais voilà, il n'y a pas, donc on donne son ordi. Ma manager n'est pas présente parce qu'elle habitait loin et il y avait plein de grèves de transport. Du coup, elle était en télétravail. Elle n'était pas présente sur site. Donc, je me retrouve toute seule avec un PC qui ne m'appartient pas, avec pas du tout les sessions, les machins. J'ai même pas encore d'adresse email, rien du tout. Et cette première journée, ça a été, je me suis un peu tourné les pouces parce que personne ne s'attendait. Même plus tard, il y a un collaborateur qui me dit, mais tu es l'embauche la plus rapide de l'histoire de l'entreprise. Parce qu'on n'a jamais... donc je me suis dit, mais vous n'avez jamais embauché de primo, de jeunes diplômés ou... Tu vois, j'étais étonnée et apparemment, bah, j'ai l'impression que non, quoi. Donc vraiment, rien n'était prêt. Et ensuite, bon, les jours suivants, ma manager est arrivée et tout ce que tu décris, je l'ai vécu. Les 3 erreurs ont été faites. La surcharge d'informations, les informations qui sont dispatchées dans tous les sens. Ouais. Tous les jours, j'étais formatrice, donc je suivais ma manager dans ses propres formations. Donc une journée de formation sur un métier, enfin sur un logiciel, j'étais formatrice logiciel, donc une journée de formation sur un logiciel que tu ne maîtrises pas, c'est directement dans le bain, quoi. Enfin, une catastrophe. Voilà, je suis quand même restée 4 ans et demi parce qu'au bout d'un moment, je me suis dépatouillée. Mais c'est clair que là, franchement, le premier mois, c'était compliqué, quoi. Donc là, les 3 erreurs ont été faites, mais je ne jette pas la pierre à mon entreprise. D'une part, c'est une super expérience, et d'autre part, je ne fais pas mieux aujourd'hui dans mon agence, vu que maintenant je ne suis plus freelance, j'ai une agence de learning design. Je travaille avec des freelances, et l'air de rien, les freelances, il y a aussi un onboarding pour des freelances. C'est pas parce qu'ils sont freelance que, alors évidemment, il n'y a pas toute la partie un peu les lourdeurs administratives que de quand tu embauches un salarié, on n'est pas sur le même, c'est pas la même chose. Mais je me suis aperçue que actuellement je travaille avec 3 freelances. Je l'ai fait un petit peu de manière, je dirais pas précipitée, mais ça m'est un peu tombé dessus, quoi. Trop de projets, donc besoin de déléguer. Délégation un peu dans leur semi-urgence, je dirais, et donc je me retrouve avec des freelances, mais avec lesquels je dois beaucoup, beaucoup travailler, être très présente, parce que il n'y a pas de process clair. Typiquement, juste avant notre interview, j'étais à 2 heures d'atelier de travail avec une freelance parce qu'elle m'a donné un travail qui ne me correspondait pas. C'est pas que la freelance n'est pas compétente, c'est que forcément, vu que je n'ai pas de process clair en interne sur qu'est-ce que c'est un livrable, on va dire de qualité chez Meges Learning, qui est mon agence,
elle peut pas deviner à ma place. Donc, on a repris ce qu'elle a fait et tout Oui. on s'est penché dessus en disant, bon, bah, ça va devenir ça, on va le mettre là, pour qu'elle commence à travailler comme moi et que le rendu final auprès de la cliente soit le même rendu que si moi je l'avais fait. Sauf que là, bah, je suis obligée de prendre, tu vois, juste après notre interview, on y retourne. J'ai à nouveau atelier de travail avec elle. Bon, bah, ça, c'est de l'onboarding freelance qui est aussi pas optimisé dans le sens où ça me demande, moi, d'être très, très, très présente. Et si je dois faire ça pour chaque freelance, je vais pas m'en sortir. Mais du coup, ça te pompe de l'argent. C'est-à-dire, c'est coûteux. C'est coûteux En termes de temps et puis en termes en termes d'argent. de temps et d'argent, bien sûr. Donc, voilà. Donc, je me reconnais aussi dans les erreurs que tu as énoncées parce que moi-même, c'est pour ça que j'ai fait appel à une chef de projet qui va m'aider justement sur tout ce process d'onboarding parce que ça ne s'invente pas. Hein. Clairement, si vous-même, vous avez une entreprise où vous pensez à passer de freelance à une structure plus grande, vraiment pensez-y. Et la formation peut vous aider, notamment voilà, dans les structures avec des salariés, de la formation, et on va y venir hein, aux solutions maintenant pour ces erreurs-là. La formation peut être un outil, mais même pas un outil, c'est devenu indispensable, j'ai envie de dire, pour vraiment avoir un onboarding qui se passe de la manière la plus fluide possible sans que ça vous épuise et que vous ayez besoin d'être auprès de vos salariés, à côté d'eux, tout le temps. Voilà. Donc, d'ailleurs, justement, en parlant des solutions, toi, Damien, qu'est-ce que tu préconises par rapport aux 3 erreurs que tu nous as présentées tout à l'heure pour pouvoir voilà, pallier à ces erreurs-là? Qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce que tu conseilles à tes clients? Alors, moi, je pense que l'intégration d'un collaborateur ne devrait jamais être un événement ponctuel, en fait. Et, mais un parcours d'apprentissage soigneusement orchestré. Et trop d'entreprises se contentent de quelques jours d'accueil avant de lâcher le nouvel arrivant dans le bain. Et or, l'expérience pour qu'un onboarding efficace se construit dans le temps et avec une logique de progrès claire et mesurable. Alors, un bon parcours d'intégration suit la même logique qu'un parcours pédagogique. Et on part du général pour aller vers le spécifique, et du collectif vers l'individuel et du technique vers la pratique, en fait. Et les premiers jours doivent poser les fondations, comprendre l'entreprise, ses valeurs, ses règles et ses attentes. Les semaines suivantes doivent plonger le collaborateur dans son environnement de travail, ses outils, et ses missions, sa culture, et puis surtout l'esprit d'équipe. Et enfin, au cours des 3 premiers mois, il doit se sentir capable d'agir, de prendre des initiatives et de contribuer réellement à la valeur de l'entreprise, en fait. Et c'est précisément dans cette structuration que les outils numériques comme Spring Learn, c'est l'LMS de iSpring Solutions, où l'attribut prennent tout leur sens. Et grâce à des parcours, grâce à des parcours automatisés, la formation devient séquencée progressive. Et un module de bienvenue s'ouvre dès le premier jour, suivi d'un quiz, par exemple. Ça, je rentre un peu dans ton domaine en réalité. Et une semaine plus tard, un nouveau module de la culture d'entreprise se débloque automatiquement à J+30. Par exemple, le collaborateur accède à la formation métier adapté à son rôle. Et à J90, c'est-à-dire 3 mois plus tard, il peut déjà suivre un parcours d'évolution de compétences. C'est un peu c'est-à-dire
de manière ramassée, comment on peut structurer bon, un onboarding en fait. Et cette logique de progression automatique présente un double avantage. Dans un premier temps, elle évite la surcharge d'informations dès l'arrivée. Tu vois, et ensuite, et elle installe une dynamique d'apprentissage continu et rythmée et motivante. Et chaque étape devient un jalon et une victoire visible pour le collaborateur, ce qui renforce son sentiment d'accomplissement et son engagement. Voilà. Quelque part, comment on peut résoudre ces questions-là de manière simple, progressive, mais avec des outils efficaces et bien choisis en fait. Yes, merci. Oui, oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis et oui, c'est clair. Moi, quand on vient me voir pour des modules e-learning, justement sur cet aspect-là, hein, sur cet aspect onboarding. Donc effectivement, l'idée, alors après, c'est sûr que ça vient avec l'expérience, c'est de repérer, si vous qui nous regardez, vous y pensez, hein, pour vos propres, pour votre entreprise, c'est ce côté, OK, où est-ce que j'ai vu, heu, des manquements ou des déficits un peu de compétences qui peuvent être réglés très rapidement finalement, hein. J'ai un projet en tête. Le client vient, c'était un vendeur de vêtements un peu haut de gamme, de costumes et cetera, qui vient me voir et qui me dit, voilà, moi, j'ai besoin d'une formation, parce que j'ai remarqué qu'effectivement, j'ai un concept derrière, ma vente de vêtements de costumes qui fonctionne très bien et derrière, il y a une attitude de mes vendeurs qui doit venir avec ce concept. L'idée que voilà, on peut essayer, les costumes de telle façon, qu'on va s'adresser aux clients de telle façon. À la fois, là, il y a le côté haut de gamme, mais j'ai envie qu'il y ait une proximité un peu décontractée. Donc il m'explique un peu tout le concept. Ça remonte un peu, je l'ai plus en tête exactement, mais tout le concept qu'il y a derrière et il se rend compte que finalement, ces vendeurs, ils ont compris le concept sur le papier, mais qu'ils l'appliquent pas de la façon dont lui, il imagine. Donc, il a repéré ça. Donc, dès le process d'onboarding, comme tu dis, hein, avec, ça peut être sous forme de, au bout d'un certain nombre de jours, on va débloquer l'aspect compétences. Voilà, on a traité l'aspect culturel et l'aspect valeur de l'entreprise, et après, on va traiter l'aspect compétences. Donc, lui, c'était exactement ça. Refaire un rappel pour ses anciens salariés et une découverte pour les nouveaux on n'est pas juste un vendeur de costumes pour hommes chics, tout derrière, parce que ça, il y en a plein. Qu'est-ce qui nous différencie? Quelles sont nos valeurs? Comment est-ce qu'on veut que nos vendeurs s'adressent à nos clients? Et ensuite, le parcours client de vente. Et là, on est plus dans la partie technique. Donc effectivement, il y avait tout ça avec évidemment l'aspect, accessibilité de la formation. Ce sont des personnes qui ne sont pas sur ordinateur, qui n'ont pas un travail d'ordi, donc c'était, le challenge, c'est que c'était, enfin challenge, pas vraiment, mais il fallait que ce soit accessible sur tablette pour qu'ils puissent se former de manière mobile. Donc tout ça, ça fait partie des choses vraiment à réfléchir et ça peut être l'occasion pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, de refaire le point sur quelles sont les valeurs de mon entreprise qui sont absolument primordiales que mes collaborateurs incarnent. C'est pas seulement qu'ils les aient compris, c'est que là, on leur fait faire une formation. C'est très différent de ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas de l'information qui leur arrive comme ça. Ça, c'est une erreur. On l'a vu tout à l'heure, tu nous l'as expliqué, Damien. Voilà, leur dire, faire des conférences interminables sur les valeurs de l'entreprise, ça, c'est de l'information. Disons les choses clairement, ça ne sert pas à grand-chose. D'ici quelques mois, ils auront oublié. Ce qui fait la grosse différence avec la formation, et que de la façon très intelligente dont tu nous l'as décrit, ça va vraiment être ce côté, on a une hiérarchisation, une priorisation des informations qui va arriver dans le cadre d'objectifs pédagogiques et qui va être dosée pour éviter la surcharge cognitive et surtout, qui va être dans un parcours, penser dans un vrai parcours logique. Voilà.
Ça évitera en plus que vos collaborateurs viennent vous poser une question et on la connaît tous, hein, moi ça m'est arrivé aussi, je vais voir ma manager pour lui poser une question et elle me dit: «Mais on en a parlé la semaine dernière quand on était toutes les 2 pendant toute une journée et que je t'ai montré tous les process en une journée d'un seul coup», tu vois? Bah oui, mais non, c'était trop et du coup, j'oublie et il y a les allers-retours, les questions incessantes alors qu'on l'a déjà dit et qu'on cesse de le répéter. Si vous avez un parcours structuré en e-learning que votre collaborateur peut aller revoir en plus quand il a un trou de mémoire, qu'il a ce réflexe, hein. Alors ça, c'est un réflexe à insuffler, mais voilà, au lieu d'aller vous interrompre, vous poser la question, il a le réflexe de attends, je sais que dans le e-learning c'est écrit, telle vidéo, je vais aller voir, je vais aller revoir et je vais me rafraîchir la mémoire. Donc voilà, tout ça fait qu'il y a une traçabilité, que ça reste, qu'il peut retourner le voir et que c'est progressif. Donc pour l'intégration des connaissances et des compétences, c'est beaucoup plus optimal et beaucoup plus pertinent. Et en plus, ça donne cet aspect, cette image de modernité, ça donne cette image de voilà, j'ai compris mon collaborateur, je ne m'attends pas à ce qu'il soit opérationnel au bout d'une semaine, je ne vais pas l'abreuver d'informations, il aura ce temps-là pour se former, pour s'acculturer à la culture et aux valeurs, pour connaître ses collègues. Il y a vraiment ce côté aussi social qui est hyper important. On laisse de la place à tout ça, en fait, à avoir un, un environnement et un onboarding qui soit un peu 360 finalement, hein, qui laisse aussi le temps aux salariés pour voilà, connaître ses collègues, comme tu le disais tout à l'heure, s'intégrer. C'est hyper important de laisser ce temps-là également. Exactement. Ok, top. Bah, c'est bien. Genre, à nous deux, on a vraiment ces deux, nos deux, nos deux visions, toi avec l'aspect plus technique, avec la Qui, solution, effectivement, qui se complètent en réalité. et l'aspect stratégique. Ouais, ouais, super. Et justement, alors, c'est vrai qu'on a parlé du coup de l'aspect un peu technique, l'aspect stratégique. Dites-nous évidemment si vous avez des questions dans les commentaires, on répondra avec grand plaisir. Mais il y a l'aspect engagement aussi. L'engagement, éviter que l'apprenant, parce que bon, une fois qu'on a fait tout ça, on a repéré les erreurs, on a mis en place un process d'onboarding pertinent, etc., avec une formation qui lui permet d'y aller progressivement, tout ça, super. Mais j'ai vu aussi l'onboarding où il se passe, j'allais dire pas grand-chose. On évite de vouloir abreuver d'informations, mais d'un autre côté, l'onboarding où on a un e-learning avec plein de vidéos à regarder, passives, ou voire même un PowerPoint commenté en vidéo, avec une voix off IA mal travaillée par-dessus. Moi, j'ai rien contre la voix off IA, mais il y a quand elle est travaillée et quand elle ne l'est pas. Donc voilà, tu vois, il y a aussi un peu ces deux extrêmes de on veut que le collaborateur il ait plein d'infos rapidement et le collaborateur se retrouve tout seul pendant 3 mois devant son écran à regarder les vidéos sur la culture de l'entreprise. Donc quel est le juste milieu? Comment éviter cette situation, selon toi? Alors, moi, je dirais que, au fond, si une fois on comprend en fait ce que c'est que l'onboarding, on sait mettre les choses en place, les bonnes pratiques surtout, et, et on essaie. Bon, moi, dans un premier temps, moi, je dirais, si on ne sait pas faire tout ça là, il faudrait engager peut-être une ingénieure pédagogique, un concepteur un concepteur ou une conceptrice pédagogique qui vous aide dans ce processus. Parce que une chose est de donner des informations. Par exemple, nous proposons ce type de service. Exactement. Pardon, vas-y. Mais c'est important parce que quand on dit pédagogie, les gens ont tendance à croire que c'est réservé qu'au monde universitaire ou académique. Mais chaque entreprise en a besoin parce que aujourd'hui, avec le digital, et après tout, chaque collaborateur, chaque apprenant est tout seul derrière son écran. Donc, quand vous lui offrez pas une interface intuitive, par exemple, des outils qui captivants, et il finit par se lasser, par exemple, et puis il n'y arrive pas. Donc, un peu beau. Et
on peut beau proposer des salaires mirobolants, mais si derrière il n'y a pas d'engagement réel, on, on perd de plus le collaborateur. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, 99%, il y a 99% d'utilisation du mobile, par exemple, et moins de postes PC, mais le mobile, chacun a son téléphone, son Android ou son iPhone aujourd'hui, et il y a moyen d'apprendre par le mobile avec de petites applications, comment on dit ça? Bon, en termes techniques, on dit micro-learning, micro-vidéo, micro, tout ça. Mais il faudrait que ces micro-learning, ces petits apprentissages soient vraiment engageants, soient dynamiques et puis surtout intuitifs, en fait. Et c'est pour ça que c'est tout un processus professionnel. Il faut pas sur le manager juste parce qu'il sait utiliser Photoshop ou il sait utiliser comment peut-on l'autre logiciel, les Canva, et qui met les choses en place ou non. Et il faudrait peut-être qu'on n'a pas cette culture, on ne sait pas mettre les choses en place. Il faudrait peut-être engager. Bon, c'est coûteux, ça peut être coûteux, mais c'est beaucoup moins coûteux que de perdre tout le temps des salariés, des collaborateurs, en fait. Engager un expert, une experte, dans ce sens-là, en fait. C'est la réponse que je pourrais apporter. Ouais, merci Damien, c'est hyper important ce que tu dis, c'est-à-dire que parfois, même souvent, malheureusement, les clients sont un petit peu se rendent pas compte du coût de la formation. Sauf que finalement, si vous rapportez le coût de travailler avec une agence et pour faire un onboarding qui va engager vos collaborateurs, vous rapportez ce coût au coût du turnover et de la perte d'un collaborateur que vous venez de recruter, ben, ça fait réfléchir, quoi. Finalement, si derrière, on parlera de la mesure de l'efficacité après, mais si finalement votre pari est réussi, c'est pas un pari d'ailleurs, c'est si vous réussissez à faire quelque chose d'engageant et que finalement vous gardez vos collaborateurs, finalement, c'est pas vraiment un coût, c'est un investissement sur la fidélisation de vos collaborateurs. Voilà. Donc, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est hyper intéressant. Et par rapport à l'engagement, je ne peux que te rejoindre. Très intéressant cette info, comme quoi, effectivement, on est plus une culture mobile en Afrique francophone, tu vois, je ne savais pas. Mais ouais, hyper intéressant. Mais en tout cas, forcément, s'adapter au type d'outils qui est utilisé par vos collaborateurs. Donc, si c'est plus le mobile, faut penser peut-être plus les formations pour un usage sur mobile. Bien évidemment que la gamification, le fait de rendre vos formations ludiques, je le défendrai toujours. Alors évidemment, gamification, pour ceux qui ne savent pas ou qui sont nouveaux, c'est le fait, alors ce n'est pas le fait de transformer sa formation en jeu, c'est souvent un petit peu confondu. Ça, on va plus être sur du serious game. La gamification, par contre, c'est le fait de réutiliser des mécanismes et des mécanismes et des leviers de motivation psychologique qu'on va retrouver dans les jeux à des fins pédagogiques. D'accord? Donc, typiquement, alors, les badges, les points et les niveaux, c'est le plus courant, mais vous avez aussi le fait de chronométrer certaines activités, le fait d'utiliser une immersion assez importante, de l'usage du storytelling. Donc voilà, le fait mais ça doit être vraiment pour servir vos propos pédagogiques. Le fait d'avoir tout ça, ces badges, ces classements, des quiz interactifs, des vidéos et d'immersion, ça vous aide, ça peut aider à favoriser l'engagement dans vos scénarios et dans vos formations. Quand on construit ce qu'on appelle le scénario pédagogique, donc c'est l'écriture finalement de la formation, hein, c'est essentiel de mettre qu'est-ce que fait l'apprenant? Quelle est son action? Qu'est-ce qui rend la formation interactive? On parlait de culture d'entreprise et de valeurs. Typiquement, l'usage du storytelling, raconter une histoire,
vous racontez l'histoire de l'entreprise de manière comme si vous racontiez vraiment une histoire captivante. Eh bien, c'est pas juste un bilan, ok, l'entreprise, elle a été créée à telle date par un tel, puis ensuite elle s'est développée comme ci, comme ça. Non, c'est le créateur, le fondateur, il vient de telle famille, il a grandi comme ça, et un jour, alors qu'il lui arrivait ça, il a eu l'idée de créer. Bref, on a vraiment ce côté où je raconte une histoire pour montrer la naissance de l'entreprise, que ça vient de l'idée d'un homme qui en avait marre de telle injustice ou qui voyait qu'il y avait tel besoin ou qui se trouvait ça dommage qu'il n'y ait pas ça ou ça pour telle raison. On montre que sa vision, en fait, pourquoi c'était inscrit dans ses tripes l'idée de vouloir créer cette boîte. Et derrière, on donne du sens. Ça aussi, c'est un levier fort de gamification. Via cette histoire, ce storytelling, on donne du sens à l'entreprise, à sa mission. Et là, le collaborateur, forcément, il est beaucoup plus impliqué, beaucoup plus engagé quand il comprend que, alors je vous dis pas qu'il faut que forcément le créateur de l'entreprise il ait eu une enfance malheureuse, qu'il ait eu le voyage du héros. Je dis pas ça non plus. Il faut pas remixer son histoire. Mais très souvent, alors déjà, quand on a une vision et qu'on crée une entreprise qui fonctionne, on a quand même souvent un peu un pattern de quelque chose qui nous est arrivé, une révélation, un truc qui fait qu'on a eu envie de contribuer au monde. Et si vous mettez ça en avant, c'est tout de suite beaucoup plus engageant pour servir l'objectif pédagogique qui est de inculquer les valeurs de l'entreprise à vos collaborateurs. C'est beaucoup plus engageant que de dire, de mettre juste une timeline avec création d'entreprise, ensuite développement de la firme, machin, puis ensuite développement à l'international. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment avoir cette vision, engagement, réutiliser les codes du divertissement aussi, hein, voilà, de comment ça se passe avec les accroches qui sont utilisées notamment sur YouTube, de comment on peut intégrer tout ça pour rendre son parcours vachement plus immersif, engageant et interactif. Donc vraiment, des actions, il faut vraiment qu'il effectue des actions. L'usage de la gamification et de l'aspect ludique pour servir vos propos pédagogiques qui sont pensés dès la phase d'écriture de la formation. Et vraiment ce côté immersion, storytelling, surtout quand il s'agit de culture d'entreprise. Et je rajouterai un élément, on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, la partie sociale, si qu'il soit tout seul d'ailleurs à être onboardé, si je puis dire, ou qu'il y en ait plusieurs. Des fois, il y a un onboarding commun où on est plusieurs nouveaux d'un coup dans une entreprise. Mais la partie social learning, si vous le pouvez, peut être très motivante et très intéressante. D'ailleurs, toi, Damien, comment tu intègres dans iSpring ou dans ta solution à la tribu, comment tu intègres le social learning? Alors, en fait, c'est des logiciels qui ont été construits, qui ont été réalisés à partir des conseils que les développeurs ont donnés à partir du point de vue des ingénieurs pédagogiques, des concepteurs pédagogiques, en fait. Donc, c'est beaucoup de paramètres autour. Et donc, il y a plusieurs fonctionnalités. Et chaque fonctionnalité a un rôle précis. Par exemple, le social learning est intégrable à partir de la fonctionnalité de la collaboration, en fait. Il y a une fonctionnalité collaborative qui est, par exemple, le forum, les classes virtuelles, comme est-ce que les échanges, les chats, par exemple, qui permettent aux étudiants, aux apprenants d'échanger entre eux, de collaborer. Et peuvent aussi, il y a aussi des logiciels comme de visio, comme intégrables, hein, comme Zoom, Google Meet, qui permettent de créer des classes virtuelles entre étudiants s'ils ont envie d'apprendre ou d'échanger entre eux, comme on est en train de faire actuellement. Donc, c'est des fonctionnalités comme ça qui permettent vraiment aux étudiants de collaborer entre eux et de ne pas se sentir tout seul. Et puis, c'est surtout quand il y a une question, par exemple, à poser, et d'avoir une réponse immédiate et rapide, en fait, parce que le manager
et aussi contacté par notification, par exemple. Si je lui laisse un petit message, il a tout de suite une notification sur son téléphone et il sait quoi me répondre tout de suite. Voilà, c'est des fonctionnalités et pratiques qui sont intégrées à ces deux logiciels, iSpring et Learn, et qui permettent vraiment de ne pas laisser le collaborateur tout seul pendant un temps long, en fait. Voilà. Oui, merci pour cet éclairage. C'est sûr que voilà, l'onboarding, c'est pas non plus, il n'y a pas, comment dirais-je, c'est pas obligé que ce soit à l'autre extrême, le collaborateur qui se retrouve tout seul. Mais comme on l'a dit, hein, devant son ordi, il y a le côté hybride aussi, hein. Tu as énoncé justement la possibilité d'échanger à distance, les classes virtuelles, etc. Donc n'hésitez pas à offrir un parcours qui soit hybride, avec une partie learning, une partie présentielle où effectivement le manager va prendre une demi-journée au lieu de peut-être, avant c'était peut-être 3 jours, mais là il va prendre une demi-journée avec son collaborateur ou ses nouveaux collaborateurs pour quand même se présenter l'entreprise, et une partie avec peut-être un référent ou une partie avec un formateur interne de classe virtuelle d'1 heure ou 2 heures en présentiel ou à distance pour un petit peu une fois par semaine ou une fois par mois pendant les 3 premiers mois, par exemple. Là, et de toute façon, le côté hybride de la formation, de manière générale, c'est très pertinent. Je vous encourage à aller dans cette voie, mais il est vrai que pour l'onboarding, c'est d'autant plus important que il faut quand même un contact avec son manager, avec ses nouveaux collaborateurs, ses nouveaux collègues. Super. Et quelque chose, on a bien avancé dans notre réflexion, mais on arrive à une partie qui va intéresser énormément de monde. On parlait un peu du coût, hein, tout à l'heure. Évidemment, la mesure de l'efficacité de l'onboarding est effectivement une question centrale, parce que les personnes, les chefs d'entreprise sont potentiellement prêts à investir. Alors après, est-ce que c'est coûteux, très coûteux? Ça dépend évidemment de votre projet. C'est du sur-mesure, de toute façon, là, c'est sûr, hein. N'achetez pas pour votre onboarding des formations sur étagère, c'est-à-dire des formations qui sont toutes prêtes, qui correspondent pas à vous, à votre cible de collaborateurs. S'il vous plaît, prenez, c'est du sur-mesure. Là, franchement, pour moi, il n'y a pas le choix. Donc, travaillez avec une agence ou un freelance qui va vous établir votre plan de formation. Prenez un outil qui vous correspond et à partir de tout ça, on va établir effectivement un vrai plan. Sauf que les indicateurs, au moment de la rédaction, mais ça, on en parle dès le début, hein, au moment de la rédaction du cahier des charges, forcément, ils arrivent et on veut les respecter. Donc, d'après toi, Damien, avec les différents outils que tu utilises et même de ton expérience, quels sont les indicateurs pertinents pour mesurer l'efficacité de l'onboarding et notamment l'efficacité de la formation dans le processus d'onboarding? Merci beaucoup. Au fond, les, les, bon, les KPI, si on peut dire, c'est d'abord la réactivité du collaborateur. Excuse-moi, je précise juste, KPI, c'est donc indicateur clé de performance en anglais. Ouais, voilà. Voilà, C'est d'abord les réactivités du collaborateur, sa régularité à travailler en groupe comme au niveau personnellement, et tout ça, hein. Il y a moyen de visualiser tout ça sur une table de bord. Et chaque apprenant, chaque collaborateur a son tableau de bord, il voit son évolution, sa progression. Et puis le manager aussi a le tableau de bord, il peut suivre son collaborateur. S'il a des difficultés, il sait. Il peut même lui attribuer les notes, il sait. Et donc, il y a toute une gamme de choses qui permettent de savoir où en est le collaborateur.
sans toutefois lui courir derrière de manière physique ou lui mettre la pression tout le temps. Et par contre, s'il a des difficultés, on sait et on lui envoie tout de suite un mail. Il suffit de lui envoyer un mail. Et ça aussi, il a cette possibilité-là de lui laisser un petit message. Il a ça, sa notification, il sait. Et puis bon, comme ça, vous échangez. Au fond, c'est des moyens, des outils qu'on a intégrés dans ces logiciels qui permettent vraiment de suivre tranquillement, de manière apaisée, paisiblement, parce que c'est ce qui est recherché, c'est que le collaborateur se sente en confiance et progresse, en fait. Et lui-même se remet en question. Le collaborateur ne vient pas, il fait le faux et il sait que le manager le suit, en fait. Donc, il sait quand même se responsabiliser. Et c'est un autre aspect aussi, à travers des logiciels qui lui parlent et dont lui-même, il sent vraiment s'impliquer, en fait. Voilà. Et voilà, c'est ce que je peux te dire sur cet aspect-là, en fait. Ouais, OK, super. Oui, tout à fait. Le côté, voilà, avoir un suivi, tout au long avec, on sent que le collaborateur ne se sent pas seul, il se sent suivi, il peut avoir des discussions avec, son manager, le manager qui reçoit des notifications. Tout ça est évidemment paramétré dans les outils. Donc évidemment que, vos outils, quand vous les déployez, faites en sorte qu'ils soient, réfléchis de manière globale. J'ai même envie de dire de manière systémique. C'est pas, voilà, le collaborateur, il est face à sa plateforme, mais personne ne sait si il a suivi les modules, personne ne s'intéresse, ou il y a peut-être un administrateur, mais qui est le seul à avoir accès. Donc, le manager, quand il veut en savoir plus sur le parcours de son collaborateur, il doit demander à l'administrateur qui lui sort les reporting. Non, essayer de fluidifier, d'avoir des outils qui permettent vraiment un suivi avec, ça peut être, j'imagine que même sur ces outils dont tu nous parles, il y a plusieurs statuts d'utilisateurs. L'utilisateur final, le manager, l'administrateur qui lui va plus s'occuper de la partie technique. Donc voilà, Exactement. vraiment essayer d'avoir, de manière claire, ou même si vous envisagez d'investir dans un outil, demandez à l'outil, voilà, est-ce que j'ai plusieurs statuts parce que, bah, voilà, moi j'ai besoin que le manager il soit au courant, l'administrateur qui crée les profils, etc. Donc vraiment essayer de fluidifier tout ça. Moi, de mon côté, en termes d'indicateurs, alors bah, évidemment, il y a le taux de complétion, il va y avoir les indicateurs vraiment presque chiffrés qu'on va retrouver, comme tu le disais, sur le tableau de bord, tableau de complétion, temps passé. À la fin, moi, je vous recommande de mettre aussi une petite évaluation de à chaud pour l'apprenant de son onboarding. Pas forcément à la toute fin, ça peut être à chaque module une petite évaluation et un petit retour, des verbatims pour qu'ils puissent s'exprimer, dire les choses à améliorer ou au contraire les choses, à garder qui sont top. C'est très important ça, hein, ça vous permet d'être dans une démarche d'amélioration continue aussi de votre onboarding et puis bon voilà, ça c'est les indicateurs très classiques, puis après vous allez avoir les indicateurs qui sont plus, à froid, je dirais, qui sont plus, humains. Comment se sent tout simplement le salarié dans l'entreprise? Est-ce qu'il a un sentiment d'appartenance assez fort? Est-ce qu'il a bien intégré la culture? Ah oui, pardon, et aussi dans les indicateurs plus directs, va y avoir, évidemment les réponses aux quiz, aux exercices, voilà. Mais va y avoir aussi des indicateurs, comme je disais, qui sont plus, de l'ordre de l'observation. Est-ce qu'il est impliqué? Est-ce qu'il fait son travail avec sérieux? Est-ce qu'il est, absent dès le début, ou pas? Est-ce qu'il reste aussi dans l'entreprise tout simplement? Est-ce qu'il a voilà, est-ce que, voilà, il a l'air de se sentir bien? Donc tout ça, c'est plus, via des discussions avec lui, des réunions, c'est plus ça qui va faire que vous allez pouvoir vraiment observer et donc ça, pour ça, vraiment, il faut absolument, que, vous, demandiez tout simplement à vos collaborateurs, vous preniez du temps là-dessus pour, avoir un retour, honnête comme tu le disais, hein, très bien, hein, un échange, clair et honnête avec vos collaborateurs sur cela. Il y a à la fois ce que vous allez voir sur le tableau de bord, mais c'est pas suffisant. Il y a également aussi le fait d'entendre le collaborateur. Ne vous dites pas: «Attends, là, il a pas mal répondu au quiz, c'est bon et il est pas bon ou quoi». Non,
allez le voir pour lui demander en toute bienveillance, de manière saine, bien sûr, comme tu le disais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on en parle? Ou au contraire, je vois que tu as suivi avec sérieux ton process d'onboarding sur la partie e-learning. J'ai vu que aussi tu avais bien suivi l'ensemble des étapes et que tu avais participé aux différents ateliers en présentiel ou à distance. Maintenant, dis-moi un peu comment tu te sens, ce que tu en penses. Voilà. Il y a aussi l'aspect observation pour avoir une vision complète. Hein. Ce n'est pas uniquement les chiffres et le tableau de bord et les statistiques. Eh ben, écoute, Damien, merci pour cet échange très intéressant. Et je pense qu'on a couvert une bonne partie du sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre? Des derniers conseils, dis-nous. Oui, effectivement, moi j'aimerais revenir un peu sur l'accompagnement, surtout des experts en pédagogie, en fait, parce que c'est très important, surtout pour notre planète, le continent africain. Et le digital, c'est bien. Aujourd'hui, tout le monde essaie d'aller vers, parce qu'on est obligé, on est tenu à toutes les entreprises. Il n'y a plus d'entreprises qui, pour être efficace aujourd'hui, il faut cette transformation-là. Mais c'est une transformation qui ne se fait pas comme ça, tout d'un coup. Il faut se faire accompagner par des experts. Et la place de la pédagogie dans le processus de la formation, c'est très important, en fait. Et il ne s'agit pas que d'avoir le logiciel ou trouver des développeurs qui vous créent des logiciels internes. Il faut mettre en place tout un processus, tout un process qui permet vraiment aux collaborateurs de se sentir en confiance. Et ça, c'est seul l'expert pédagogique qui peut vous fournir ça. Donc, c'est très important de vous le dire. Excusez-moi. Quant au logiciel, il faut rechercher l'efficacité. Et là aussi, l'expert pédagogique peut intervenir, vous aider à vous orienter, à vous donner quels sont les meilleurs outils que vous pouvez avoir. Effectivement, moi, je vous suggère tout de suite un Spring ou la tribu, mais l'aspect pédagogique peut aussi vous accompagner dans ce sens-là. D'où l'importance de l'agence de Jean. Et puis, bon, voilà, c'est ce que je veux rajouter. Yes, merci beaucoup et je ne peux qu'être d'accord évidemment. C'est une stratégie globale, la formation. Ça s'inscrit en tout cas dans une stratégie globale, que ce soit l'onboarding, que ce soit ou même une formation pour l'évolution de la montée en compétences sur un sujet précis. Ça s'inscrit dans une stratégie, surtout quand vous décidez d'investir dans de la formation sur mesure. Ça s'inscrit dans une dynamique de formation continue. C'est vrai que on s'est pas étalé, on en a un petit peu parlé, mais on s'est pas étalé sur le sujet. Mais l'onboarding, en réalité, c'est que c'est le premier niveau. En plus, voilà, c'est génial parce que votre collaborateur, il arrive, il commence par être formé, quoi. La formation, c'est devenu hyper important. En tout cas, en France, mais en Afrique, j'en suis persuadée aussi, c'est devenu central. Ça fait partie des moyens de marketer son entreprise, de dire que chez nous, vous allez apprendre de manière continue. Je veux dire, le monde évoluant tellement vite, surtout depuis l'IA, alors là, il y a des bouleversements dans tous les sens. Il y a des compétences qui n'existent même pas encore, des métiers qui sont à venir, qui n'existent pas encore aujourd'hui, qui vont représenter une grosse partie des métiers à venir. Dans 50 ans, il y aura des métiers qui seront hyper communs et qui n'existent pas encore maintenant. Actuellement, on a des métiers qui, il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans, n'existaient pas du tout. Donc, clairement, les collaborateurs en ont conscience de tout âge, en réalité, et de toute génération. Et aujourd'hui, ils ont envie de l'obsolescence des compétences, c'est un vrai problème, c'est quelque chose de réel. Et aujourd'hui, en tant qu'entreprise, garant de la mise à jour des compétences de vos collaborateurs. Alors, ils peuvent, eux, prendre des initiatives personnelles, mais vous devez vous assurer que vos collaborateurs restent avec des compétences à jour, qui gardent leur employabilité
chez vous ou chez d'autres. Donc, vous devez absolument, c'est primordial, rentrer la formation dans votre stratégie. De toute façon, en France, de toute façon, c'est obligatoire. Donc, il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais de manière générale, il faut la rentrer. C'est pas je forme parce que je suis obligée, parce que c'est aussi une dérive en France qu'on a malheureusement du fait que, attends, ça fait combien de temps que ce formateur il n'a pas reçu de formation, ce collaborateur n'a pas reçu de formation. Bon allez, on va lui mettre une petite formation, tiens, anglais, c'est quasiment ça, je caricature à peine, mais parfois j'entends les entreprises, j'ai l'impression que c'est vraiment, donnez-lui une petite formation vite fait là, tiens, premier secours, anglais, prenez ce qui passe quoi, presque, parce que ça fait trop longtemps qu'on l'a pas formé, on va être hors des clous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En plus, c'est gâché, c'est vraiment dommage. Prenez des formations qui ont du sens, parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs, il va vous dire, tiens, tu vas faire une formation de ça. Si le collaborateur, il demande pourquoi et que vous lui répondez, bah, je sais pas, c'est la direction qui a voulu, il va dire non, en fait. Aujourd'hui, surtout de nos jours, en 2025, quasi 2026, le collaborateur va dire, bah non, pourquoi je la ferai pas, enfin, ça m'intéresse pas, ça ne rentre pas dans mon cheminement de parcours professionnel. En revanche, peut-être que celle-là est plus alignée avec mon parcours et mes aspirations. Peut-être qu'il y a 10 ans ou 15 ans, les collaborateurs étaient plus frileux à l'idée de le dire. Aujourd'hui, ils n'ont plus de problème. Donc vraiment là-dessus, je rejoins complètement ce que tu dis. Ayez une dynamique de formation continue, devenez des entreprises apprenantes et incluez vraiment la formation professionnelle dans une stratégie globale. Voilà, et ben écoutez, je vous propose qu'on se laisse là-dessus. Merci beaucoup Damien pour cet échange et pour tes apports très précieux sur le contexte d'Afrique francophone qui sera très précieux pour beaucoup de nos auditeurs et de notre audience. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Damien? Je pourrais mettre tes liens, je pourrais mettre ton contact, hein, évidemment, vous aurez le contact de Damien en description. Quel est le meilleur moyen? Alors, le meilleur moyen, c'est de consulter softivio.fr. Et Softivio comme softivio.fr. Et à partir de là, vous retrouverez tout. En fait, c'est une plateforme qui héberge tout type de logiciels, RH et puis business production. Et à partir de là, vous pouvez nous contacter. Il suffit de cliquer sur Contact et puis vous nous rejoignez en fait. Ok, top. Et puis, bah voilà, si je mettrai le site, je mettrai, voilà, si jamais tu as quoi que ce soit à transmettre à l'audience, je sais pas, un petit freebie ou quelque chose, une présentation, une plaquette de ta solution, quoi que ce soit, je pourrais la mettre en description. Et puis, si tu as un lien aussi avec iSpring, tout ça, je vous mettrai pour les personnes qui sont curieuses de connaître la solution iSpring, que je connais bien aussi également. On pourra mettre le lien également en description. Il y a une plateforme assez... Alors, pour plus de précision, en fait, c'est parce que vous allez retrouver iSpring Solutions et tout ça là-dessus, sur Softivio. Ah, ok. C'est pour ça que je donne, c'est centralisé en fait. Super. Trop bien. Bon, on va faire ça. iSpring, effectivement, vous l'aurez compris, c'est vraiment une plateforme de conception e-learning, voilà, qui est assez connue et assez utilisée parfois aussi par mes clients. Donc, on vous mettra tout ça, qui est partenaire de la tribu, donc on vous mettra tout ça en description avec le contact de Damien pour que vous puissiez lui poser toutes les questions éventuelles que vous auriez par rapport au fait de la formation professionnelle dans le contexte d'Afrique francophone. Voilà, et écoutez, merci de nous avoir suivis dans cet échange qui était absolument passionnant. Merci Damien pour ta présence. Merci à toi aussi. Et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.